Bonjour à tous et bienvenue. 30,78%, c'est le taux de réussite national enregistré au bac 2022. Mais avant de profiter de vacances bien méritées, quelles orientations et quelles filières s'offrent aux nouveaux bacheliers? Ça fait l'actualité s'intéresse au prestigieux Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'INPHB. Quelles sont les opportunités qu'offre l'INPHB de Yamoussoukro? Élément de réponse avec Sédou Ouattara. Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB est un établissement public de formation supérieure, de recherche et de production, implanté à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il abrite 8 écoles supérieures et des départements de formation et de recherche DFR. Il compte 3000 étudiants. L'INPHB est créé en septembre 1996 de la fusion de 4 établissements d'enseignement supérieur. L'École nationale supérieure d'agronomie, ENSA, l'École nationale supérieure des travaux publics, INSTP, l'Institut agricole de Boaké, IAB et l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, INSET. 6 nouvelles écoles sont créées au sein du dit institut. L'École supérieure d'agronomie, ENSA, l'École supérieure d'industrie, ESI, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, ESCAE, l'École supérieure des mines et de géologie, ESMG, l'École supérieure des travaux publics, ESTP, et l'École de formation continue et de perfectionnement des cadres, EFCPC. L'Institut compte 3 sites, le site sud, centre et nord. Le campus fait 146 hectares, 8 grandes écoles, une classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, 14 départements de formation et de recherche, DFR, et 8 laboratoires. L'INPHB dispose de 13 amphithéâtres de 100 à 1500 places, 3 bibliothèques, 2 restaurants universitaires, 2 résidences universitaires avec 3800 chambres individuelles, 3 centres de santé et 2 gymnases. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB, s'apprête à accueillir les nouveaux bacheliers comme chaque année, l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet établissement. Et pour en parler, je reçois Monsieur Moussa Abdoulkader Diaby, directeur général de l'INPHB. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors votre établissement est récent sous sa forme actuelle, c'est-à-dire la fusion de 4 grandes écoles de Yamoussoukro. Pourquoi les avoir réunis? Quelle est la plus-value? Écoutez, ces établissements ont été créés donc, pour le premier d'entre eux en 1962, comme cela a été dit dans votre reportage. Donc on va dire l'histoire de l'INPHB, ça fait finalement 60 ans d'histoire. Et comme vous l'avez dit à l'instant, le regroupement, la fusion de ces écoles s'est opérée en 1996, ce qui fait que l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a 25 ans d'existence. D'ailleurs, cette année, nous fêtons donc les 25 ans d'existence de l'INPHB et les 60 ans d'histoire. Mais écoutez, la fusion, elle intervient dans un climat économique un peu compliqué, vous savez, dans les années 96. Mais cela dit, laissons le volet, le gain économique qu'on fait en fusionnant des établissements qui finalement sont voisins, étaient voisins, et qu'on essaie de mutualiser en fait les efforts. Mais aujourd'hui, si on le remet dans le contexte actuel, je pense que le pays a anticipé ce qui se fait aujourd'hui dans plusieurs autres États. En France, vous avez le regroupement de plusieurs universités qui se fait, aux États-Unis, en Chine, parce que quand on veut compter au niveau mondial, il faut être un peu plus fort, un peu plus important. Je veux dire, au départ, c'est pour des raisons de gestion, notamment d'ordre économique, et maintenant, vous vous rendez compte que c'est l'avenir universitaire qui est anticipé. Exactement, c'est une anticipation. Je dis souvent que l'INPHB, la Côte d'Ivoire, a fait, il y a de cela 25 ans, ce que les États font aujourd'hui, le regroupement de certaines grandes écoles, de certaines universités. Nous l'avons opéré il y a 25 ans. Donc, on a une certaine maturité aujourd'hui dans la formation de la constitution de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Alors justement, pouvez-vous nous présenter sommairement votre institut? Bien, la création de ces instituts, comme je l'ai dit il y a 60 ans de cela, répondait à la volonté du président, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, de former des cadres de haut niveau, des techniciens
hautement qualifiés pour faire le développement de la Côte d'Ivoire. Cette promesse, elle a porté fruit puisque ceux qui ont construit ce pays, les ingénieurs qui ont construit ce pays sont pour la plupart des ingénieurs diplômés de l'INPHB. Aujourd'hui, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, comme l'a dit le reportage, c'est 9 établissements, des classes préparatoires, une école doctorale et 6 écoles d'application et une école de formation continue. Et puis, cette école, c'est plusieurs centres de formation avec des centres d'excellence africains et puis des centres régionaux d'excellence également qui forment à des diplômes de type master avec une reconnaissance mondiale aujourd'hui. Mais votre établissement jouit d'une belle réputation hein, dans notre pays. Mais comment se positionne-t-il dans les classements internationaux? Écoutez, la réputation aujourd'hui de notre établissement, c'est le fruit d'un travail acharné depuis l'accession du président de la République en 2011. Vous savez, l'INP commençait, le joyau qu'il était, commençait à s'écrouler. Il a fallu un investissement massif du gouvernement pour pouvoir redresser en fait ce joyau national. Et aujourd'hui, l'école attire les élèves nationaux, mais les élèves également de la sous-région. Sur le classement national, il n'y a pas photo. Donc, nous sommes premier établissement d'excellence de Côte d'Ivoire dans la formation d'ingénieurs hautement qualifiés et de techniciens hautement qualifiés. Et sur la question de formation des doctorants également, nous formons des docteurs sur des problématiques de développement avec une recherche fondamentale orientée directement vers de l'application. Au niveau international, les derniers classements en date ont fait état que l'Institut national polytechnique serait le 136e établissement au niveau Afrique. Bon, ce classement ne nous réjouit pas parce que nous estimons qu'on a du travail. Quand on regarde ce dont nous disposons, nous pensons que avec un peu d'effort et un peu de mise en avant de ce qu'on est et de ce qu'on sait faire, notre établissement devrait naturellement être au moins parmi les 100 premiers, sinon je dirais même parmi les 50 premiers établissements d'Afrique. Donc, c'est l'un de vos objectifs, remonter ce classement. Alors, parlons de vos résultats académiques sur le plan national et international. Quels sont-ils? Bien, vous savez que nous formons sur 2 cycles. Nous formons des techniciens supérieurs en 3 ans, contrairement à ce qui est conventionnel. C'est-à-dire qu'on forme selon le bachelor typique français, donc un bachelor qui dure 3 ans. Et on forme également des ingénieurs en 5 ans, donc 2 ans de classe préparatoire et 3 ans du cycle ingénieur selon le standard également, standard français. Et sur cette base-là, nos élèves brillamment sélectionnés justement depuis les lycées les différents lycées de Côte d'Ivoire réussissent. On a aujourd'hui, avec la fin de cette année universitaire 2021-2022, plus de 85% d'admis. On attend encore les résultats des 3e années. Au niveau national, ici, plus de 85% d'admis en interne, c'est-à-dire que les résultats internes. Et si on regarde finalement les résultats au niveau international de nos élèves, puisqu'on a des classes préparatoires aux grandes écoles, et ces classes préparatoires préparent aux écoles d'ingénieurs de l'INPHB, mais préparent également aux écoles d'ingénieurs qu'on peut retrouver aussi au niveau international, au Maroc, en France notamment. Et cette année, les résultats sont impressionnants. Nous avons 4 élèves de l'INPHB qui ont été reçus à la prestigieuse école polytechnique en France, depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons 2 qui ont été reçus à l'école des mines de Paris. Il y en a un qui a été reçu à l'École nationale des statistiques, donc qui sont toutes des écoles prestigieuses. Et je peux même citer également nos 8 élèves qui ont été reçus à HEC Paris. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui devient possible en Côte d'Ivoire, c'est que vous pouvez rester en Côte d'Ivoire après votre bac, faire 2 années d'études ou même votre cycle ingénieur, et puis depuis la Côte d'Ivoire, intégrer les plus prestigieux établissements, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, etc. Voici le rêve qui devient possible. Et cela, ça répond à une vision, la vision du président de la République, et mise en œuvre par le ministre aujourd'hui en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on y enseigne? Qu'est-ce qu'on apprend à l'Institut national polytechnique? Le profil semble être plutôt scientifique, mais quels sont les enseignements dispensés? Bien, les enseignements dispensés, vous avez toutes les filières de développement. L'INP a été créé pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez tous les secteurs de développement de la Côte d'Ivoire, à commencer par le secteur agronomique. Nous formons des ingénieurs agronomes et des techniciens dans le domaine de l'agronomie.
vous avez le secteur des travaux publics. On voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire en chantier. Mais ces ingénieurs et ces techniciens qui font les travaux en Côte d'Ivoire sont bien des ingénieurs formés à l'INPHB. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire encore hier annoncé, après le Conseil des ministres, on annonçait l'extension, la découverte encore de gisements pétroliers. Ceux qui avaient été découverts déjà l'année dernière, on constate qu'on a plus de 25% encore capacité de production. Mais à l'INPHB, nous formons des ingénieurs dans le domaine du pétrole. On a une école supérieure du pétrole et de l'énergie qui a été anticipée justement il y a de cela 2-3 ans aujourd'hui. On forme dans le domaine des mines et de la géologie, on forme dans le domaine de l'industrie, dans tous les secteurs industriels. Aujourd'hui, on voyait le fonctionnement de la cire, le fonctionnement de l'industrie en Côte d'Ivoire. Généralement, vous allez trouver des ingénieurs formés à l'INPHB. On forme des managers. Nous avons une école supérieure de commerce et d'administration d'entreprise. Les grands managers aujourd'hui de ce pays sortent de l'INPHB. Je vais citer par exemple le PDG. Et ça, on ne le pense pas souvent, le PDG de la PISAM, Eric Djibo, est un ancien de l'INPHB, diplômé de l'ESCA. La nouvelle ministre de la Culture. Elle vient aussi de votre... Elle vient, Françoise Remarque, elle est diplômée ESCA. Elle a fait ESCA, elle a travaillé, ensuite elle a fait HEC. Et nous avons énormément de talents. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, le ministre Moussa Sanogo, tout cela sont des purs produits de l'INPHB. On parlera tout à l'heure des débouchés et des perspectives. Je pense qu'il y a d'autres métiers qu'à part d'autres fonctions que ministérielles, mais vous avez décidément, visiblement, d'illustres personnalités issues de votre établissement. Alors, quel est le profil des élèves? Je le disais tantôt, on imagine scientifiques, ceux qui sont issus d'un bac scientifique ou c'est une erreur de penser que ça s'adresse qu'à ces jeunes-là? Il faut avoir déjà une base scientifique. Voilà. Majoritairement, les élèves de l'INPHB sont des élèves qui ont fait des filières scientifiques. Quoique, comme nous avons une école supérieure de commerce et d'administration d'entreprise, nous recrutons également des bacs littéraires avec une forte coloration en mathématiques. Oui. Donc, il faut quand même des bases en mathématiques également. Mais en réalité, l'INPHB est une école qui est basée sur l'excellence. Et la candidature à l'INPHB, la préparation de l'entrée à l'INPHB démarre depuis la seconde. C'est-à-dire que nous regardons minutieusement les résultats depuis la seconde, la première, la terminale. Donc c'est tout le dossier complet. C'est pas juste les résultats obtenus au bac, même si on a des mentions, ça ne c'est pas suffisant. La mention est indispensable. Je dirais que c'est la base. C'est la base. Généralement, tous les bacheliers qui sont recrutés à l'INPHB ont au moins la mention. Quelle mention? Bien? Il arrive qu'on prenne des gens qui ont la mention assez bien, parce que c'est un classement qui est effectué au niveau national. Oui. Vous avez, l'année dernière, si je prends les chiffres, l'année dernière, on avait 7000 candidatures. Après le premier tour, on en a retenu 1500. Et in fine, on a retenu 700 élèves sur 7000, plus de 7700 candidatures. Donc, c'est-à-dire que la sélection est drastique. Donc, c'est un classement qui se fait au niveau national. Donc, ce qu'on demande, ce sont les meilleurs bacheliers. On veut vraiment les talents. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, et c'est ce qui a été rendu possible après tous les efforts faits par le gouvernement, c'est que vous êtes un très bon bachelier. Vous n'avez plus besoin d'aller tout de suite en Europe si vous avez des rêves à l'Occident. Vous avez un joyau au niveau national, un fleuron de notre système d'enseignement supérieur où vous pouvez avoir une formation de qualité parce que nous formons au niveau national, mais depuis la Côte d'Ivoire, vous avez également la possibilité d'avoir des diplômes qui sont reconnus à l'international. Tout récemment, nous avons eu l'accréditation à la commission des titres d'ingénieur. Donc, ça veut dire qu'un ingénieur qui sort de l'INPHB a un diplôme qui est reconnu au même titre que l'ingénieur qui est formé en France. À Polytechnique. À Polytechnique, par exemple. D'accord. C'est bon à savoir. Maintenant, les grandes écoles, vous le dites, quelque part, sont généralement accessibles par concours parce que très sélectives, pour les raisons qu'on imagine. Pouvez nous en dire plus sur les concours à venir pour les futurs bacheliers? Bien. Donc, pour les nouveaux bacheliers. Les nouveaux bacheliers. Je voudrais d'abord les féliciter. Il y a 30% de bacheliers cette année, donc ça fait à peu près autour de 90 000 nouveaux bacheliers. Parmi ces 90 000, nous allons choisir que 700, malheureusement, parce que nous sommes un établissement très sélectif et donc l'État souhaite vraiment conserver en fait ce niveau de sélectivité, en tout cas au niveau de l'INPHB. Puis, le concours va être lancé officiellement à partir du 1er août.
avec une phase de dépôt de dossier. Et la phase de dépôt de dossier, normalement, elle doit se faire jusqu'à la mi-août à peu près, jusqu'à la mi-août. Donc, les dépôts de dossiers se font à Abidjan ou à Yamoussoukro. Et puis ensuite, il y a toute une phase d'analyse de ces dossiers qui va s'opérer. Et la phase d'analyse de ces dossiers qui se fait automatiquement, en fait, avec des algorithmes, etc. Vraiment, la sélection. Si vous voyez que nous avons eu la reconnaissance au niveau international et qu'on fait la confiance de nos partenaires au niveau international, c'est la qualité et la rigueur dans la sélection des profils qui rentrent à l'INPHB. Donc, avec une telle rigueur... Telle rigueur, une garantie, je profite, puisqu'on reproche souvent à nos établissements, fut-il prestigieux, d'avoir des 2 poids 2 mesures et de peut-être laisser passer certains dossiers de prime abord récalcitrants, mais dont les patronymes ou les liens permettent à ces élèves d'accéder à l'établissement. Vous nous garantissez que ce n'est que le travail, la capacité intellectuelle qui nous permet d'intégrer votre établissement et rien d'autre? Quand vous venez vous inscrire à l'INPHB en tant que candidat, toute la phase de sélection des dossiers et de traitement de dossiers se fait à l'anonymat. C'est-à-dire que la question des patronymes, etc., aucune connaissance de tout cela. Et la sélection se fait par du personnel qu'on recrute, qui n'est pas du personnel connu, en fait, même de l'établissement. On recrute, en fait, des personnes bien spécifiques pour s'agissant d'un concours national, donc la surveillance est assurée par les forces de l'ordre également, pour assurer véritablement la qualité de la sélection et donc pas de favoritisme. Écoutez, si nous faisons l'erreur de sélectionner des élèves qui n'ont pas le niveau, ça va se sentir parce qu'ils vont échouer automatiquement. Parce que la moyenne qui permet de passer d'une classe à une autre quand on entre à l'INPHB, la moyenne elle est de 12. C'est-à-dire que nous sommes un établissement à la fois rigoureux dans la sélection, mais quand on rentre, la formation elle est assez rigoureuse en fait, avec des notes qui vous éliminent automatiquement et qui vous excluent automatiquement lors du cursus. Donc on ne peut pas et on ne doit pas s'amuser à sélectionner des profils qui ne tiendront pas la formation parce que la formation elle est très, 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 très difficile. Alors, c'est bien de le préciser. Maintenant, ces élèves, en plus de la formation dispensée, quels sont les débouchés? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Quel métier on exerce quand on quitte votre établissement? Bien. Déjà, nos élèves, quand ils sont diplômés techniciens ou ingénieurs, ils ont un taux d'insertion professionnelle qui dépasse largement les 85, qui avoisine les 90% selon les filières qu'ils vont choisir. On trouve quasiment du travail immédiatement. Quasiment immédiatement. On a des élèves qui ont même du mal à venir soutenir parce qu'ils sont déjà pris au niveau de l'entreprise où ils sont allés faire leur stage. Ils font leur stage, ils sont pris, ils ont du mal même à finaliser leur mémoire de fin d'études. Et donc, on court après eux, venez soutenir pour avoir vos diplômes. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage. Quand vous êtes en tant qu'entreprise, grand groupe, vous voulez des compétences, vous allez chercher les compétences là où elles sont. Et on a l'assurance que quand on vient à l'INPHB, on a des ingénieurs, des techniciens qui sont formés directement sur la théorie, mais également sur la pratique, parce qu'ils seront sur les lieux de travail, le lieu du travail et puis le lieu de la pratique pour apprendre. Donc quand ils vont terminer, ils seront soit techniciens sur des chantiers, en train de faire le développement. Quand ils sont ingénieurs, ils seront à la fois dans de la conception, essentiellement, puisqu'ils sont formés pour concevoir. Ils vont être, dans quelques années après, dans des fonctions managériales pour manager des équipes, etc. Et puis, progresser au fur et à mesure. Et comme je l'ai dit à l'instant, c'est dans tous les secteurs. On a des gens que nous formons qui deviennent comptables, qui travaillent dans le domaine de la comptabilité, de l'expertise comptable, dans le domaine de la finance, qui sont aujourd'hui des banquiers. Nous avons des gens que nous formons qui travaillent dans le domaine de l'assurance. Donc, tout ce qui, on peut imaginer un peu tertiaire. Et puis, on a des gens également que nous formons qui sont ingénieurs dans le domaine du pétrole, qui sont ingénieurs dans le domaine des travaux publics. Donc, vous avez vraiment sorti de l'INPHB, vous avez la possibilité de travailler dans les secteurs qui vous intéressent. Et si vous avez le doute, il vous suffit d'abord de faire des classes préparatoires et puis ensuite de choisir l'école qui vous plairait en fait en termes de spécialisation. Et toutes ces fonctions, on imagine qu'en termes de rémunération, ça va. Au niveau national. Voilà, on imagine avoir des bons salaires bien avec sûr, ces postes-là, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une phase d'enquête de nos diplômés pour voir un peu plus précisément quel est leur profil de carrière, le niveau de salaire à l'embauche, etc. pour que l'ingénieur qui sort de l'INPHB puisse se vendre à la juste valeur. Oui. C'est-à-dire qu'il sache
quand on sort de l'INPHB, est-ce que le salaire de démarrage, c'est 800 000, c'est 1 million ou c'est 1,5 million au démarrage, et puis ensuite qu'il puisse savoir quel est le profil de carrière qu'il peut avoir étant dans l'entreprise. Alors revenons sur votre positionnement sur le plan régional et international, puisque vous dites que l'un de vos objectifs, c'est remonter ce classement international. Qu'en est-il des élèves venus de l'étranger? Est-ce que certains, au-delà de l'Afrique, viennent assister à vos cours ou intègrent votre institution? Commençons déjà par l'Afrique. Oui. Le président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur poussent également dans ce domaine, veut un leadership déjà ivoirien, un leadership au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que la Côte d'Ivoire tire l'ensemble de la sous-région. Donc fidèle à cela, nous recrutons déjà dans un premier temps au niveau de la sous-région. Nous avons des étudiants du Burkina, des étudiants du Mali, de la Guinée, des étudiants du Sénégal et un peu plus loin même du Gabon, etc., qui viennent étudier en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons même des étudiants anglophones depuis quelques années qui viennent également du Libéria, qui sont recrutés, qui viennent, qui font une année d'apprentissage de la langue française et ensuite qui rentrent dans le système classique et réussissent également. Et nous allons lancer tout prochainement, en collaboration avec l'Agence française du développement, sous ce financement, le recrutement de Bissau-Guinéens, donc de langues portugaises qui vont entrer dans nos formations. Donc il faudrait déjà qu'on puisse affirmer notre leadership au niveau de la sous-région. Et puis, nous avons des programmes d'échange. Dans le domaine des formations doctorales, nous avons des séjours, des courts séjours ou des séjours semestriels ou annuels de partenaires qui viennent dans le cadre d'études doctorales, par exemple. Et là, on peut avoir des élèves, des étudiants venant de la France, de la Belgique et même tout dernièrement de l'Allemagne, en fait, qui viennent sur des projets bien précis, travailler avec nos enseignants-chercheurs dans nos laboratoires et faire monter en compétences. Et vos enseignants, généralement, ils viennent d'où? De Côte d'Ivoire ou vous avez recruté à l'étranger? Oui, vous savez, les Ivoiriens sont compétents, donc, et puis ils sont tellement bien formés que... Non, la plupart de nos enseignants sont des nationaux. Donc ils ont, pour la plupart, et parce que nous sommes, étant donné que nous sommes une formation d'ingénieurs, il faudrait d'abord, on souhaite, on n'a pas toujours la maîtrise au niveau du processus de recrutement, mais on exige quand même, on souhaite véritablement qu'ils aient un background d'ingénieur, parce que c'est un ingénieur qui peut former un ingénieur. Ensuite, ils ont fait un doctorat et puis ils ont fait des travaux de recherche. Et ce sont ces profils-là que nous recherchons et que nous recrutons aussi bien pour la formation dans nos écoles d'ingénieurs que pour la formation dans les classes préparatoires. Alors, vous l'avez dit, les grandes écoles forment finalement l'élite de nos pays. Votre établissement est très sélectif. Maintenant, je vois qu'on s'intéresse au coût. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Est-ce qu'un enfant, fût-il brillant, issu d'une famille extrêmement modeste, peut accéder facilement à l'INPHB? Bien, vous savez, l'INPHB est resté fidèle à sa tradition depuis sa création par le président Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, on est dans une continuité, toujours dans la vision de son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. L'INPHB, dès que vous êtes admis, vous êtes automatiquement boursier. 100% de nos élèves admis à l'INPHB résident sur le campus. C'est aussi ça qui fait la limite aussi du nombre de places. Parce qu'il faut bien que les troisième années sortent, qu'il y ait le moins possible d'échecs au niveau des troisième années pour pouvoir recruter de nouveaux bacheliers. Voilà, donc cela se complète. 100% de nos élèves sont internes. Et le régime d'internat est un régime obligatoire. Que vous soyez enfant de ministre, enfant de PDG ou enfant de paysan, vous êtes obligatoirement sur le campus. Vous allez vivre dans les chambres qui sont sur le campus, vous allez manger comme tout le monde, etc. Donc il y a une mixité sociale parfaite. Il y a une mixité sociale? Exactement, une mixité parfaite. Et sur le campus, il est impossible de reconnaître le fils d'eux ou la fille d'eux. Voici un peu et c'est ce qui fait aussi la force de cet établissement, c'est que les liens qui se créent étant dans cette école sont conservés toute la vie, en fait. Ce sont des promotions qui sont liées, et puis finalement, de génération en génération, les liens entre les aînés et puis les anciens élèves, les anciens élèves, le lien, il reste fort. Mais pour revenir sur un des points que vous avez abordé, effectivement, nous recherchons l'élite, naturellement. Il faut un fleuron, il faut vraiment l'élite. Comme on veut, le ministre de l'Enseignement supérieur, l'INPHB, est la locomotive du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et on essaie d'être fidèle à cela. En revanche,
Dans le cadre du programme du président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire, l'INPHB a une responsabilité sociétale. Donc, certes, nous recherchons, nous formons l'élite, mais nous exerçons également notre responsabilité sociétale au travers d'actions pour la communauté. Nous formons par exemple des gens non diplômés, des gens déscolarisés, qui rentrent généralement dans nos centres d'incubation ou dans nos parcelles expérimentales, dans nos parcelles agricoles en fait, pour apprendre des métiers. Et ils sortent de là avec certaines qualifications et ils sont même accompagnés dans nos incubateurs vers la création d'entreprises. Donc on a ce pan d'activité également au sein de l'INPHB qui est tourné vers la collectivité, vers finalement le bien commun. Alors un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, peut-être directement aux nouveaux bacheliers dont vous espérez qu'ils compteront bientôt parmi les rangs de votre institut. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, les inviter à... Ce que j'ai envie de dire pour ces nouveaux bacheliers, je l'ai dit à l'instant, il n'y a pas besoin. Je vois que j'ai entendu dire, je n'ai pas tous les résultats, mais que le premier national il aurait 15 ans et demi, avec la mention très bien. À 15 ans et demi, souvent, on pense, quand on est brillant et bon bachelier, qu'il faut aller à l'étranger. Mais à 15 ans et demi, s'il vous plaît, il y a pas, faut encore rester aux côtés de ses parents. On a la chance, après tous les efforts consentis par le gouvernement et l'action des différents responsables successifs, on a la chance aujourd'hui d'avoir un établissement qui forme l'élite. Donc, ces bons bacheliers, très bons bacheliers, qu'ils restent, qu'ils candidatent, qu'ils postulent, parce qu'aujourd'hui, nous recherchons la crème de la crème parmi ces différents bacheliers qui sont présentés. Et si quelqu'un n'a pas eu la mention, il peut revenir dans le circuit pour prétendre intégrer l'établissement ? Il peut toujours postuler parce que vous voyez, il y a des personnes qui ont de très bons résultats académiques, et puis le bac, ils frôlent la mention, par exemple, assez bien. Voilà. Ouais. Ils n'ont pas eu la mention. Donc, tout cela, comme je dis, il y a un premier classement qui est fait pour sélectionner les 1500, 2000 premiers. Et ensuite, il y a un test qui est effectué. Et ce test peut permettre d'équilibrer à un moment donné. Donc, mais il faut, c'est vraiment à la marge. Voilà. Mais il faut considérer qu'on a cette chance également par le test qui est obligatoire. Qui est obligatoire, permettrait peut-être de rattraper quelques points également au moment dans le processus de sélection. Alors, merci pour toutes ces informations. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau, Monsieur Diaby Moussa. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Et bonne chance à tous les candidats. Merci bien. Au revoir. Merci bien, au revoir.